un jour les jeunes, les gens plus jeunes que nous sommes déjà jeunes, nous-mêmes, moi en tout cas, et donc pourront prendre ce matériau-là pour peut-être écrire quelque chose. Double trahison en ce qui compte. Dans la vision du monde salabiste, la trahison de 1951-52, quand le PPNRDA a aussi dit oui en ce qui concerne le désapparentement avec le lien avec le PCF. Des hommes comme Ousmane Dangue Dima et Abdoulaye Mamani et Djibo Bakary n'étaient pas d'accord avec cela. Et c'est pour ça que Djibo Bakary, qui était vraiment l'organisateur le plus efficace dans le PPN-RDA, ont quitté ce parti. Et la deuxième trahison est clairement ce que les gaullistes ont entamé en 1958. Et encore une fois, je voudrais dire que il y a une différence énorme entre l'élite gouvernementale de la 4e République et la 5e République. L'élite gouvernementale de la 5e République était très très déterminée. On a gagné le pouvoir en France par un coup d'État aussi, il ne faut pas oublier, c'était un coup d'État en Europe, en mai 1958. Et pour De Gaulle, c'était énormément important de gagner une certaine légitimation de ce coup d'État après le fait. Et les gaullistes voulaient que c'était visible pour tout le monde en Afrique de l'Ouest que les élites politiques africaines soumissaient, on peut dire, soumissaient au choix des gaullistes, qui n'était pas vraiment un choix. Hein, parce que bon, on ne voulait pas que les pays africains à cette époque choisissaient l'indépendance immédiate. Même Sékou Touré n'a pas réalisé que les gaullistes et De Gaulle étaient tellement différents des gouverneurs et des officiers coloniaux de la 4e République. Hein. Le gouverneur Rollin, au Niger, était plus ou moins sympathique en ce qui concerne Djibo Bakary. Et jusqu'à la fin d'août 1958, on peut lire des rapports des renseignements généraux français que le Saraba a agrandi son poids politique en ce qui concerne l'électorat nigérien. Et c'est seulement par l'intervention gaulliste que, bon, toutes les choses sont changées immédiatement. Bon, je pense que je veux... et évidemment, j'ai oublié quelques questions et commentaires, hein. C'est presque inévitable. Sur la 4e République, le nord de la France et le sud de la France étaient socialistes. Mais on ne disait pas que les ch'timis ou les provençaux, là, avec la connotation qu'on donne ici en Afrique. Ça, c'est un. C'est-à-dire, c'est souvent des termes que nous utilisons, en fait, qui sont les regards intéressés souvent des autres. Parce que, maintenant, je reviens à proprement parler de la question, la spécificité du Niger, c'est que, à l'époque où on n'était pas, enfin, l'élite n'était pas réduite au ventre, les leaders des partis politiques, il y avait abstraction de l'ethnie ou de la région. Diori, comme Jobo, était de l'Ouest. Et s'il vous plaît, c'est des cousins. Et c'est pour cela que je comprends très bien quand vous avez dit que c'est très difficile qu'un Nigérien d'une certaine époque et d'un certain âge puisse faire cette histoire-là. Parce que c'était vraiment une histoire familiale, n'est-ce pas, Moukaila? Ça, c'est maintenant dans ce qui a été dit ici, j'ai retrouvé un certain nombre de constantes. Notamment la dernière intervention que vous avez faite. En 1958, l'opération référendum était une opération militaire. Et pratiquement,
c'est de Gao, d'Algérie, qui avaient même des avions qui survolaient le Niger. Et ici, il y avait tout le dispositif qui a été mis en place pour que le référendum soit ce qu'il a été. Parce que si vous voulez, les caisses là, pour organiser le hold-up, les caisses, elles ont été jetées dans le fleuve. Et vous savez, il y a tout un soubassement à cette opération-là, qui était l'OCRS. Oui, c'est important. Organisation commune des régions sahariennes de 56 jusqu'en 63. Et savez-vous qui a endossé la responsabilité de l'OCRS? C'était les socialistes. J'espère que on doit regarder les événements d'aujourd'hui à travers ce prisme-là aussi. Bon, ça c'est bien. De deux, il y a une autre constante qui peut-être dans les dernières années n'a pas été très importante. C'est la constante, c'est-à-dire Sawaba, c'est, disons, un terme venu du Nigeria, qui est accolé à un parti du Niger. Et il y a une donne qu'on a évoquée, et je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'études là-dessus, l'importance qu'ont eu les courants religieux. Et vous savez, ces courants religieux-là, c'est des courants religieux qui remonteraient pour certains d'entre eux avant la colonisation. Et c'est tout ça là qui a fait un peu l'idéologie et un peu certaines pratiques politiques qu'il y a en cours jusqu'aujourd'hui au Niger comme au Nigeria. Donc ça c'est aussi une seconde constante. Maintenant la troisième constante, c'est ce que le grand frère appelle les alliances contre nature. Et moi, par rapport à cela, je me suis interrogé sur deux exemples. Toujours de l'époque. Le Mali avec l'USRDA, le Niger avec Sawaba. Le Mali avec l'USRDA. Vous avez vu, l'USRDA a fait voter oui. Et l'USRDA, il y avait, disons, la vénalité. Ici au Niger, on a fait voter non. Maintenant, vous savez très bien que le premier régime qui concrètement, parce qu'il faut faire une nette différence entre la phrase et le concret, le premier régime qui concrètement vraiment a été, je dirais, panafricaniste et nationaliste réellement, concrètement, pas à travers la phrase, vous voyez à qui je fais référence, ça a été le régime de Modibo. Parce que le régime de Modibo, c'est lui qui a offert, entre autres, au FNL algérien, à la personne de Bouteflika actuel, la possibilité de s'installer à Gao pour contrecarrer toutes les visées françaises dans la zone. Parce que dans l'OCRS, là, il n'y a pas que le Niger, le Mali, il y a l'Algérie et le Tchad. Mais surtout, l'Algérie. Aujourd'hui, Bouteflika semble peut-être avoir oublié ça. Mais moi, je pense que dans les cartons de l'état-major français, il y a ça aujourd'hui. Tout comme le Sawaba a été représenté à l'état-major de l'FLN en Algérie. Voilà. Donc, il y a cet aspect-là. C'est-à-dire que vous avez deux politiques différentes pour deux mouvements qui sont dans le même contexte, ou contexte sociologique, je dirais, et qui ont abouti, un à la prise du pouvoir, l'autre à se faire écraser, et puis aller dans la lutte armée. Maintenant, il y a une troisième ou une quatrième chose. Vous savez, l'histoire, souvent, quand on la revoit, il faut la revoir avec les hommes, avec souvent leurs défauts, mais surtout aussi voir, bon, en quoi, même s'ils ont échoué, c'est un témoignage que, bon, les hommes existent et qu'on pourrait faire autrement.
c'est pour donner un exemple. Vous avez parlé de Monkele ici. Je connais un autre Monkele du Sahara qui lui a été, c'était un commando qui était venu dans la région de Godé, que vous êtes, je le connais. Les Monkele, ils étaient, je crois, 4. Et ils étaient venus en commando. Maintenant, ils avaient, si vous voulez, ils avaient à la fois une formation militaire et en même temps une formation de syndicaliste. Et vous savez, les syndicalistes là, souvent quand on se retrouve, il faut discuter pour prendre la décision. Et ils en étaient là à discuter pour savoir quelle décision faudrait-il prendre au moment où on allait les attaquer. Bon, de telle sorte qu'ils ont énormément perdu du temps. Bon, Monkele raconte ça vraiment, et c'est le cas aussi de beaucoup d'autres de commandos du Sahara. Parce que, bon, ça c'est un autre débat. Dans la plupart des pays où les luttes de libération sont devenues armées, c'est-à-dire, comment on appelle, le fait de l'armement là, c'est venu dans l'évolution même du mouvement de masse. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tandis qu'ici, c'était la théorie du coco. Voilà. Tandis qu'ici, c'est une théorie, disons, qui a été employée, celle, disons, du Fogo, c'est-à-dire guévariste. Tandis que l'autre théorie, c'est celle, bon, c'est l'évolution dans l'affrontement avec l'adversaire qui fait que se dégage une aile armée. Donc, qui a emprise sur la population, parce que Nigeria ne peut pas se faire sans qu'elle ne soit, comme dit l'autre, un poisson dans l'eau. Voilà, merci. Ok. Et je profite quand même pour dire que lors des entretiens que nous avons eus avec Ousmane Dankaladima, il a très clairement évoqué la question de l'OCRS. Beaucoup d'autres l'ont évoqué également. Et il a aussi évoqué la question de l'uranium.